Merci à tous ceux qui sont arrivés à l'heure. Nous allons donc pouvoir démarrer cette conférence, cette plénière consacrée à la thématique réclamation et internationale. C'est bon, je ne me suis pas trompé. Ce sujet, quand on l'a reçu... Alors, attendez, non. Voilà. Et ça donnait un petit peu cette figure. C'est-à-dire, en gros, qu'est-ce qu'on va pouvoir leur raconter? Pourquoi? Parce qu'effectivement, la thématique est tellement vaste que c'est posé la question du comment va-t-on essayer de structurer un propos qui soit à la fois intelligible, intelligent, on va essayer également, mais qui puisse être complet, puisque dans cette salle, je pense que les attentes de vos entreprises et vos propres attentes peuvent être extrêmement différentes. Donc ce qui vous est proposé, voilà, c'est un parti pris. Ça sera d'aborder le sujet en 3 temps. Un premier, c'est effectivement une approche plutôt multiculturelle qui va embarquer la dimension déjà, la notion d'une polyglotte, puis également la relation au client, la relation client à l'autre. Peut-être découvrira-t-on que les clichés ne sont pas toujours que des clichés, et peut-être qu'en fonction qu'on soit latin, qu'on soit britannique, peut-être qu'on soit d'autres contrées, les attentes peuvent être différentes et exprimées différemment. Et donc pour ça, on aura le plaisir d'écouter et de recueillir le témoignage de Chloé qui nous vient d'ACL. Alors ce sont nos cousins du Luxembourg, l'Automobile Club du Luxembourg. Déjà on découvrira ce qu'est l'ACL et puis également son expérience, notamment en tant qu'entreprise dans ce petit ou même grand duché. Une fois qu'on aura fait un petit tour vers le multiculturel, on abordera également le sujet effectivement d'une vision peut-être plus globale. Et là, on a la chance d'avoir sur cette estrade Frédéric, qui, au niveau de l'expérience client, peut-être nous parlera-tu notamment de simplification à un moment ou à un autre, est dans une petite start-up française que vous connaissez bien, qui s'appelle Orange, une entreprise qui a particulièrement prospéré, qui rayonne dans un très grand nombre de pays et également de continents. Et là, il nous livrera particulièrement des convictions sur peut-être sa vision de la relation, particulièrement de la réclamation, sur un périmètre cette fois-ci monde, mais de son point de vue côté entre guillemets France. Et puis on achèvera ce triptyque avec cette fois-ci notre cher Emmanuel Saint-Josse, qui elle est du côté de BNP Paribas Cardiff à la tête de la voix du client. Et elle viendra notamment partager une étude qui a été menée par la marque, que je vous présenterai dans 2 secondes, avec des adhérents canadiens, québécois pour être encore plus précis, et qui est une étude qui a porté sur un petit peu plus de 150 entreprises présentes en France, au Canada et en Australie, sur la base d'un gros benchmark, dont vous pourrez retrouver, je crois, dans l'heure à venir, également l'intégralité des enseignements sur Internet. Donc de manière assez simple, chacun aura une douzaine de minutes pour partager son propos, son expérience, et puis ensuite on aura un temps de questions-réponses. Et donc ces questions-réponses, ou plutôt ces questions, vous pourrez les formuler à partir de votre téléphone, via SMS, sur un numéro qui s'affiche en bas en orange. Il s'agit donc... En orange, non, en blanc sur orange, c'est toi qui me perturbe, Frédéric. Donc c'est sur 06 44 64 37 39, je répète pour ceux qui seraient au fond et qui ne verraient pas ou peu, 06 44 64 37 39 pour les questions que vous souhaiteriez poser. Vous pouvez les poser tout au long de la conférence et je vous promets qu'on ne fera pas de tri, on essaiera d'en répondre au plus grand nombre. La marque, je vous l'ai dit, deux mots, une association créée il y a maintenant bientôt 20 ans, on fêtera nos 20 ans en fin d'année, une communauté souvent présentée comme une auberge espagnole qui réunit l'ensemble des acteurs de la relation client qui ont une intuition qui est devenue une conviction que la réclamation peut être une opportunité mise au service de l'ensemble de l'entreprise. La réclamation pouvant être un facteur, un levier de transformation et d'innovation, de resatisfaction et donc de performance financière in fine, mais également en tant que voix du client de mettre en capacité les collaborateurs et l'entreprise à se transformer. Voilà pour l'article, une association à but non lucratif, vous trouverez tout ça sur Internet. Je ne suis pas là pour vous vendre la maison, mais voilà, notre propos c'est effectivement la réclamation et c'est sur ce sujet connecté à l'international que Thierry est venu nous chercher. Voilà, Chloé, je le disais, on a parlé d'ACL. Merci d'avoir accepté également, et comme Frédéric, un petit peu dans le dernier kilomètre, de venir remplacer Louis-Nicolas pour toi, Claire de Selve pour toi, mon cher Frédéric. Donc je te donne la manette. Et puis un témoignage, vous le disiez, qu'on a calibré sur une douzaine de minutes, qui ne sera exhaustif, mais qui va porter effectivement sur la thématique de la notion réclamation et multiculturelle, vue d'une belle entreprise du Luxembourg. Voilà, Chloé.
Merci Marie-Louis. Good morning, hello, bonjour et bienvenue à tous. Donc je suis Chloé Bidenbar, chargée de mission qualité à l'Automobile Club du Luxembourg. Certains d'entre vous se demandent peut-être qu'est-ce que c'est, quelles sont nos missions. Donc nous sommes une association depuis 1932 et nous œuvrons pour nos 191 000 membres au quotidien pour justement les aider dans leur mobilité au Luxembourg et dans toute l'Europe. Donc nous les assistons en termes d'assistance routière, donc dépannage remorquage, mais également tous les rapatriements de l'étranger. Nous faisons également des diagnostics de véhicules, de l'autotrafic et tout ce qui concerne leur mobilité. Nous évoluons dans le micromarché qui est le Luxembourg, donc il y a un peu plus de 600 000 habitants. Et 53% de la population a une nationalité luxembourgeoise. Donc les 43% restants sont des nationalités étrangères, ce qui augmente d'autant plus l'aspect multiculturel du pays, tout en sachant que ceux qui ont une nationalité luxembourgeoise, 20% d'entre eux ont une double nationalité. Donc la proportion de luxembourgeois à 100% est plutôt faible. Mais cela, on le voit aussi dans nos adhérents, donc nos membres ont également une forte diversité de cultures et c'est très intéressant et c'est pourquoi aussi justement nous on est obligés en quelque sorte de pouvoir parler 5 langues au quotidien. Donc tous nos agents du contact center, donc du centre d'appel, doivent parler donc luxembourgeois, allemand, anglais, français et portugais. Excusez-moi, j'ai oublié de passer les slides. Donc pour repasser sur les chiffres, donc effectivement 191 000 membres. Donc on fait également du karting, des locations directes de véhicules, des véhicules de remplacement également. Donc ça c'était par rapport aux chiffres. Donc pour voir un peu les proportions, c'est assez particulier comme pays puisqu'il n'y a pas énormément de résidents du pays même qui ont cette nationalité. Ensuite, on a 91% de nos membres qui se disent très satisfaits et qui recommandent notre organisation. Donc cela montre déjà qu'il y a une forte attente de nos membres vis-à-vis de nos services. Également, notre Net Promoter Score est de 65 points, ce qui est plutôt assez élevé, ce qui également montre la forte attente de nos clients. Donc évidemment, cela porte de différents défis en termes de contexte multiculturel, notamment au niveau de la communication et l'interprétation. Petit exemple, en allemand, le pronom dire veut dire tu. En luxembourgeois, c'est une formule de politesse. Donc là, c'est un exemple qui est plutôt banal, plutôt amusant, mais ça peut vraiment provoquer en fait certains malentendus dans la gestion des réclamations, notamment vis-à-vis du respect envers certaines personnes. Donc là, vous allez me dire, on peut utiliser Google Translate, il n'y a pas de souci, on est en 2024. Ben, pas vraiment. C'est très important de pouvoir justement toujours vérifier avec une personne qui a justement ce langage dans son bagage. Parce que, par exemple, excusez-moi pour l'accent français, "Da late Ruhr ob der Straße", en luxembourgeois, c'est une phrase qui veut dire en français « il y a un tuyau sur la route ». Donc là, ça c'est un exemple de notre infotrafic. Il y a quelques années, Google Translate traduisait ça par « il y a un cadavre sur la route ». Donc c'est un peu étonnant et assez dramatique quand même comme situation. Mais après, on peut se rassurer, il y a quand même beaucoup d'évolutions au niveau des algorithmes. Et maintenant, Google nous informe qu'il y a un métro sur la route. Donc c'est un petit peu moins dramatique, c'est déjà mieux, mais bon, c'est vachement incompréhensible. Et donc ça montre qu'il faut vraiment faire attention aux traducteurs automatiques qui peuvent vraiment rendre une situation dramatique ou incompréhensible. D'autant plus qu'il est vraiment important de faire attention à tous ces aspects multiculturels, car les attentes vis-à-vis du service à la clientèle et également la perception de résolution des réclamations peut varier d'une culture à l'autre. Donc nous, c'est ce qu'on a pu voir, parce qu'on a des réclamations de tout type de culture en raison du pays très multiculturel. Donc on peut commencer par nos voisins allemands. Donc de manière générale, on les reconnaît plutôt parce que ils font confiance dans nos procédures. Ils ne vont pas vraiment nous poser beaucoup de questions, ne vont pas nous solliciter pendant le processus de réclamation. Et également, ils vont, s'il y a un enjeu financier, peut-être toquer à notre porte, c'est possible, pour voir où est-ce qu'on en est, et pour pouvoir suivre d'un œil un peu plus vigilant qu'est-ce qui se passe. Mais pour le coup, en termes de réclamation, ils ne posent pas beaucoup de défis en tant que tels.
Ensuite, on a les Anglais et les Hollandais. Pour le coup, on n'a pas énormément de réclamations de leur part. Et lorsqu'il y en a, c'est en général pas pour des futilités. Donc, il faut vraiment prendre ces réclamations avec énormément de sérieux et de prévenance. Et de manière générale, quand on leur donne des réponses à leurs réclamations, ils sont plutôt compréhensifs et ils acceptent justement notre proposition. Ensuite, on a les Latins. Donc les Latins, ça nous pose un peu plus de défis, donc ils sont un petit peu plus insistants, posent plus de questions, ont besoin de plus de détails, mais c'est intéressant, notamment en termes de demande financière. Ça va être, de manière générale, une culture qui nous demande un petit peu plus de dédommagement financier, tout en comprenant qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé pour ça que pour moi comme par hasard. Donc voilà, c'est un exemple. Par contre, ce qui est très intéressant avec les Latins, c'est que ça nous permet de toujours repousser et de voir est-ce que nos procédures sont correctes, est-ce qu'elles sont bien solides. Ensuite, on a également beaucoup de réclamations de nos luxembourgeois, qui pour le coup, cela peut s'expliquer par le fait qu'ils ont beaucoup d'attentes vis-à-vis de notre service. En général, les luxembourgeois nous disent « toute ma famille est membre de votre association », mes grands-parents étaient membres, etc., etc. Donc forcément, il y a une attente qui est décuplée et donc ils ont besoin d'une considération vraiment toute particulière avec des explications très claires et très précises. Donc voilà, c'est un peu notre contexte multiculturel et comment on perçoit grossièrement, en fonction des cultures, les réclamations. Maintenant, au niveau de l'aspect des réclamations, là, on peut se poser la question, mais comment est-ce qu'on peut gérer et répondre à toutes ces attentes et ces besoins différents en fonction des cultures? Eh bien, tout d'abord, nous, à l'ACL, ce qu'on fait, c'est que déjà la première source de réclamation est faite en interne. Donc, nos membres, lorsqu'ils énoncent une insatisfaction, c'est nos collaborateurs qui ouvrent une réclamation à leur place. Donc cela permet aux membres d'être plutôt satisfaits, voire plutôt surpris du fait qu'une réclamation ait été ouverte pour une insatisfaction déclarée au cours d'une conversation. Ensuite, concernant les différents clichés que j'ai pu énoncer juste auparavant, ça peut être amusant et plutôt divertissant, mais il faut vraiment faire attention à ce que ça ne nous laisse pas en fait guider dans nos réponses aux réclamations parce que ça reste des clichés et qu'il faut vraiment traiter chaque besoin individuel comme une réclamation à part entière et ne pas faire des généralisations sur les cultures. Et ça permet vraiment ça nous permet vraiment de proposer une intégrité dans nos processus et de valoriser cela dans nos réclamations. Et pour répondre à ce défi, on a mis en place un processus digital donc qui nous oblige à passer par certaines étapes pour traiter tout le monde de la même manière. Dès qu'on reçoit une réclamation, on envoie un accusé de réception qui est personnel, qui prend en compte l'état émotionnel du réclamant et qui répond déjà en premier à son besoin, c'est-à-dire on va donner un délai de réponse, déjà un délai clair, pas dans la mesure du possible, on vous répond le plus rapidement possible. Ensuite, une fois qu'on fait les analyses, parce qu'on fait une analyse à chaque réclamation, que ce soit en interne ou en externe, ou les deux si besoin, on transmet les résultats également à notre réclamant. On ne va pas détailler de manière très précise, mais on va pouvoir le dire qu'on a fait une analyse, qu'on a traité sa réclamation avec rigueur et qu'on l'a fait également avec intégrité. Pour la réponse finale, on étudie aussi tous les signaux qui ont été émis par le réclamant lors du traitement de la réclamation. Donc, par exemple, si un réclamant nous a sollicité plusieurs fois, nous a posé des questions, a demandé des informations complémentaires, forcément, dans la réponse finale, on va lui apporter une réponse plus exhaustive qu'une personne qui a demandé un petit peu moins de suivi. Pourquoi ? Parce que ça nous permet de proposer encore plus d'empathie pour cette personne qui semble en avoir plus besoin. Notamment dans la réponse finale, on propose à la personne qui a réclamé de pouvoir nous recontacter si besoin, si on a mal identifié ses attentes et si selon lui, on n'a pas totalement répondu à ses besoins. Et concernant les gestes commerciaux, on n'a pas de grille qui est prédéfinie, donc c'est vraiment du cas par cas. Et c'est vraiment très intéressant parce que ça permet de répondre vraiment aux besoins de la personne qui réclame. Pour vous donner un petit exemple un petit peu plus concret,
Il y a quelque temps, une de nos membres était accompagnée de son animal de compagnie, donc son chien, et elle est tombée en panne sur la route. On a dû remorquer sa voiture et ensuite on lui a proposé un taxi pour qu'elle puisse rentrer à son domicile. Malheureusement, on avait oublié de vérifier si le taxi acceptait ou non les animaux. Évidemment, ce n'était pas le cas. Donc malheureusement, la membre et son compagnon à quatre pattes se sont retrouvés sur le bord de la route pendant beaucoup plus de temps que prévu. Bien sûr, c'était en été, il y avait beaucoup de soleil, il faisait très chaud, toujours les pires conditions possibles, et ils n'avaient aucun moyen pour s'hydrater. Donc évidemment, s'en est suivi une réclamation, ce qui était très particulier, c'est que la réclamation était concentrée sur le mal-être de l'animal durant l'intervention. À aucun moment, la membre a déclaré son inconfort, alors que même qu'elle avait vécu exactement la même situation. L'animal avait été fatigué par le temps d'attente, s'il avait eu soif, il avait eu chaud, ce qui est tout à fait compréhensible, mais bon, elle aussi, elle avait vécu la même chose. Donc pour pouvoir répondre correctement et de manière très personnalisée à sa réclamation, on a tout simplement déjà présenté nos excuses pour la situation et également offert un bon d'achat pour le magasin Fressnap, qui est un magasin pour les animaux. Évidemment, elle était très très surprise et elle était étonnée qu'on ait vraiment repéré en fait son principal point d'intention, qui est le bien-être de son animal. Et c'est vraiment comme ça qu'on a pu la fidéliser et la rendre comme promotrice auprès de son entourage, de ses proches, etc. Donc voilà, ça c'est un petit exemple pour montrer que justement c'est en personnalisant chaque petit détail qu'on peut vraiment faire prendre conscience aux membres qu'on le considère, ou aux clients, peu importe. Donc là, vous vous demandez peut-être quels sont les résultats de toute cette ultra-personnalisation, qu'est-ce que ça donne? Donc pour nous, en tout cas, les résultats parlent d'eux-mêmes, puisqu'au cours des 5 dernières années, on a vu une baisse significative du nombre de réclamants qui ne renouvelaient pas leur cotisation l'année suivante. Donc en termes de chiffres, il y a à peu près 5 ans, il y avait 60% des réclamants qui ne renouvelaient pas leur cotisation l'année suivante. Donc ça veut dire qu'on perdait 40% des réclamants. Aujourd'hui, on a 92% des réclamants qui renouvellent leur cotisation. Donc on a encore un peu de travail, il nous reste 8% de membres à conserver, mais cela prouve que vraiment, c'est en prenant compte de la personne et de l'individualité qu'on arrive à casser certaines barrières multiculturelles et à toujours fidéliser nos clients. Donc pour conclure, faites attention aux traducteurs automatiques et surtout faites attention à vos clients, considérez-les au maximum pour leur montrer que vous faites attention à eux et que vous les chérissez au maximum. Merci. Merci beaucoup Chloé. C'est vrai que le gros avantage du Luxembourg, c'est qu'à quelques kilomètres de Paris, on a vraiment voilà, le monde entier, si ce n'est à nos pieds, autour de nous. On parlait de monde entier, justement, mon cher Frédéric. Toi, tu es justement dans une entreprise, on le disait tout à l'heure, qui rayonne dans le monde entier. Tu évoquais tout à l'heure, je crois, en aparté 42 milliards de chiffre d'affaires, du coup, j'imagine. Donc avec des problématiques multiculturelles, mais en même temps des convictions qui sont très fortes, notamment chez toi, sur justement ce que peut être la relation client, l'expérience client, appliquée, j'ai envie de dire, au monde, sans distinction peut-être de pays. Point d'interrogation. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Frédéric Loberman, je travaille donc chez Orange. Juste Orange, nous intervenons dans le B2C sur 26 pays, principalement donc en France, en Europe, en Afrique, Moyen-Orient et subsaharien. Et merci pour l'opportunité de parler de ce sujet important de l'expérience client qui est la réclamation, qui en est un petit peu le cœur et le symbole, en tout cas dans la manière dont on le traite. Donc je vous encourage beaucoup à vous rapprocher de la marque, qui est une des associations auxquelles j'ai le plaisir de participer depuis des années et qui est véritablement extrêmement importante en termes d'expérience croisée, puisque comme vous le savez, l'expérience client a ceci de magique qu'elle est pas sectorielle, elle est transsectorielle, et que c'est une excellente opportunité de partager entre tous nos secteurs, comme nos clients le font, les standards de l'expérience client et du traitement de la récla, qui sont rarement sectoriels, mais qui peuvent être nés d'autres secteurs, puisque chacun d'entre nous, on est à peu près exposé à pas loin de 5000 marques par jour, et donc les standards d'expérience client et vos attentes, elles ne sont pas fixées dans un secteur, elles se fixent par le meilleur d'un autre secteur.
Moi, j'aurais choisi, étonnamment, de plutôt vous parler de ce qui nous rassemble dans la réclamation, plutôt qu'expliquer, évidemment qu'on a des diversités de cultures, vous les imaginez, entre l'Afrique, l'Europe, les pays de l'Est, les pays de l'Ouest, etc. Vous pouvez imaginer toute cette diversité dans les émotions, les attentes, et il y en a encore plus que vous imaginez. Mais j'aimerais, parce que j'appartiens au groupe Orange et que mon métier, c'est d'essayer de mutualiser et de trouver les points communs, vous appuyer sur 2-3 convictions qui nous rassemblent sur la manière dont on peut travailler sur le sujet de la réclamation. D'abord, juste un point. On est d'accord que la réclamation, c'est le process ou le parcours qu'on fait vivre à un client qui volontairement manifeste une insatisfaction vis-à-vis de nous pour le ramener à la satisfaction. C'est ça, en tout cas, la définition qu'aujourd'hui, on essaye de partager avec le plus grand nombre dans nos organisations. Fort de ça, il y a une actualité très forte qui est cette fameuse révolution digitale que vous connaissez mieux que moi et qui est partout, et je vous le garantis qu'elle est partout au fin fond de l'Afrique comme dans n'importe quel pays. Et donc aujourd'hui, cette révolution digitale, elle a un impact très très fort sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, la réclamation. Pourquoi ? Parce que je pense profondément que, dû à la révolution digitale, le pouvoir entre les clients et les entreprises s'est complètement équilibré. Et qu'aujourd'hui, finalement, les classes actions, elles ne sont pas juridiques, elles sont beaucoup plus réseaux sociaux. Ce que ça veut dire sur la réclamation, ça veut dire qu'aujourd'hui, je suis convaincu de tout ce que j'ai pu observer dans différentes géographies, nous n'avons pas assez de réclamations. Nous devrions avoir peut-être 10 fois, 100 fois, allez je provoque, 1000 fois plus de réclamations que nous avons aujourd'hui. Entendez-moi, ce n'est pas les réclamations qu'il faut diminuer, c'est les raisons de réclamer. Je répète, il nous faut beaucoup plus de réclamations, mais beaucoup moins de raisons de réclamer. Ce que ça veut dire, c'est qu'aujourd'hui, tout client qui est insatisfait, nous avons, nous, entreprises, intérêt à ce qu'il se manifeste auprès de nous, plutôt que de nous assassiner par un tweet ou un post sur Facebook. Aujourd'hui, monsieur je ne suis rien qui vit nulle part est capable d'un tweet ou d'un post sur Facebook de ruiner la réputation de n'importe quelle entreprise du CAC 40. C'est ça la réalité d'aujourd'hui. Et on le voit, vous n'avez qu'à regarder les fils de discussion, vous le constaterez vous-même. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on gagne à encourager les clients à réclamer, à se manifester auprès de nous quand ils sont insatisfaits? On gagne le fait de pouvoir traiter leur insatisfaction en privé, de manière personnalisée, plutôt que de devoir le faire devant tout le monde. Devant quoi? Devant 1000, 10 000, 100 000, 1 million de personnes, 10 millions de personnes. Vous connaissez souvent, il y a les marronniers des réclamations sur le net, on les connaît, qui ont ruiné les grosses boîtes. Et donc tout l'enjeu, c'est comment faire en sorte que culturellement, je te laisserai après le sujet, on puisse expliquer à chacun qu'un client qui réclame n'est pas un harceleur, mais c'est quelqu'un qui vous donne une seconde chance de faire bien. Ça, c'est mon constat numéro 1. Plus de réclamations, moins de raisons de réclamer. Donc on va maintenant se focaliser sur moins de raisons de réclamer. En interne, ce que je constate souvent, c'est qu'à la cantine, on reconnaît très facilement que la personne qui s'occupe du département réclame. C'est celle qui est très tirée, qui est fatiguée, ou celui, et qui dit on est épuisé et on n'a pas assez de moyens, il me faut plus d'hommes, etc. C'est le mythe de Sisyphe en toute puissance. Et donc, l'une des solutions qu'on essaye de mettre en place, c'est le principe du pollueur-payeur. Ce qui oblige à ce que les gens qui s'occupent de réclamation passent autant de temps à analyser les causes de réclamation que de gérer l'insatisfaction des clients. Sinon, c'est vraiment Sisyphe, c'est sans fin. C'est, vous avez votre équipe au fond de la baignoire en train d'écoper, et tout le monde épuise à écoper, pendant que vous avez les autres qui ouvrent les robinets. Et si vous voulez trouver une solution à ce problème, c'est les robinets qu'il faut fermer, pas rajouter des gens au fond de la baignoire. Donc comment arriver, quand on est un département qui se charge du parcours réclamation, à faire en sorte qu'on puisse avoir une analyse fine des causes de réclamation et faire en sorte qu'au nom du principe de pollueur-payeur, vous soyez capable, sans discussion, de manière factuelle, de donner à qui de droit la pollution qu'il a créée. Ça passe par plein de choses. Est-ce qu'aujourd'hui, dans vos entreprises, vous êtes capable d'avoir une compta analytique du coût des réclamations et que vous êtes capable de les affecter au chef de produit qui est au top cause de la réclamation, au responsable du processus qui a réussi à construire un processus dit systématiquement défaillant et qui vous représente la plupart de vos réclamations, pire encore, à quelqu'un sur un canal ou un management humain qui fait que quid d'un dernier challenge pour réaliser
les résultats du T4, etc., vous a habillé tous les clients pour l'hiver et que de toute façon, c'est pas grave, hein, on les gérera en réclamation au mois de janvier, c'est un autre exercice budgétaire. Toute ressemblance avec ce que vous avez pu vivre dans vos propres entreprises serait évidemment complètement fortuite. Donc, premièrement, plus de réclats, moins de raisons de réclamer. Deuxièmement, si moins de raisons de réclamer, il faut qu'on applique le principe de pollueur-payeur, et c'est pas facile. C'est pas facile, d'autant plus qu'il y a beaucoup de résignation. Moi, il y a toujours une chose qui m'étonne, c'est je demande toujours quels sont le top 3 des causes de réclamation. Donc, on peut dire que de plus en plus, tout le monde est capable de les citer. Ce qui m'étonne, c'est que depuis 2 mois, 3 mois, 12 mois, voire 2 ans, c'est toujours les 3 mêmes. Et là, on finit par se demander, mais si c'est toujours les 3 mêmes, donc c'est plus de la surprise. Comment se fait-il que vous acceptiez qu'au-delà de 6 mois, au-delà de 12 mois d'un exercice budgétaire, vous ayez toujours le top 3 des réclamations? Il n'y a pas d'action pollueur-payeur. Dernière chose, on ne pourra pas toujours éviter l'insatisfaction client, et donc à un moment donné, il faut se préoccuper de savoir comment on prend en charge de manière exceptionnelle un client qui vous donne l'opportunité de faire bien la 2e fois, sachant que vous avez préalablement échoué 1 fois. Là, souvent, ce qu'on constate, parce que vous connaissez tous les KPI, prise en compte de la réclamation en 72 heures, etc. Je vous propose une autre vision. Souvent, on s'aperçoit que dans les réclamations, il y a 2 grandes catégories de réclamations. Il y a ce qu'on appelle, ou ce que j'appelle moi, les réclamations dites froides et les réclamations dites chaudes. Une réclamation froide, c'est typiquement une réclamation sur laquelle la cause est éteinte. Simplement, il y a toujours l'insatisfaction à régler. Exemple, je vous appelle parce que je suis installé de la fibre, tout va bien, ça fonctionne bien, le Wi-Fi, tout est parfait, etc. Mais je vous rappelle que vous avez 1 mois de retard. Donc là, typiquement, j'ai pu à éliminer la cause racine d'insatisfaction, j'ai le retard à gérer, il faut que je dédommage, rembourse, etc. Une réclame chaude, c'est quand la cause de réclame continue à exister. Et là, j'ai 2 travaux à faire. Il faut que j'éteigne la cause racine, et en même temps, il faut que je traite l'insatisfaction. Typiquement, je vous appelle parce que là, maintenant, ça suffit. Ça fait 2 mois que j'attends pour être installé de la fibre et je n'y suis toujours pas. Et ça, c'est important parce que vous voyez qu'en termes de KPI et de délai de traitement, vous ne pouvez pas gérer les 2 de la même manière. Ou alors, si vous prétendez, et c'est des choses vécues, que parce que la personne a réclamé, vous êtes capable de tout d'un coup installer quelqu'un de la fibre alors que ça fait 2 mois qu'il attend, je dirais que la conséquence du fait que vous avez réussi à le fibrer en 48 heures va être pire que si vous l'avez laissé en réclamation. Parce qu'il va vous dire, attendez, il suffit de réclamer pour que tout d'un coup mon dossier remonte sur le haut de la pile et que vous vous occupiez de moi. Donc attention à cette dichotomie entre récla chaude et récla froide, sur lequel moi j'incite tout le monde à avoir des KPI de performance et de traitement différents. Je ne crois pas qu'on puisse résoudre toutes les réclamations en 72 heures. Je pense qu'on doit prendre en charge tout type de réclamation immédiatement, c'est même pas 48 heures, c'est tout de suite. Il faut que le client ait l'impression qu'il est pris en charge, qu'on lui donne les moyens de suivre de manière extrêmement efficace le déroulement de la prise en charge de sa récla. Mais après, pour certaines réclas, ça prendra du temps, parce que visiblement, s'il y a eu un problème, il faut quand même qu'il y ait le temps de régler ce problème. Voilà, 3 convictions, plus de réclas, moins de raisons de réclamer. Si on se concentre sur les raisons de réclamer, alors concentrons-nous vraiment sur les raisons de réclamer et renvoyons au pollueur sa responsabilité, tant en termes d'efficacité que de budget. Et dernièrement, si malheureusement, et ça nous arrive, on doit traiter l'insatisfaction, distinguons ce qui relève de l'insatisfaction de ce qui relève de la cause racine qui a généré l'insatisfaction. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Merci. Merci beaucoup Frédéric pour ces 3 points. 3 points, tu l'as évoqué tout à l'heure, l'importance de la culture, une culture orientée réclamation, dirait notre ami commun Daniel Arret. Et c'est d'ailleurs un des enseignements de cette étude, Emmanuel, que je te laisse présenter en une 12aine de minutes. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Emmanuelle Saint-Josse, directrice voix du client chez BNP Paribas Cardiff, la filiale assurance du groupe BNP Paribas. Et je suis également, et c'est surtout à ce titre que je présente cette étude aujourd'hui, secrétaire générale de la marque. Au niveau de la marque, on avait fait, il y a déjà 3 ans, je crois, on avait réactualisé un benchmark justement sur les pratiques constatées à l'époque en France sur la gestion des réclamations. Et on avait en fait réactualisé une étude précédente et je sais que beaucoup d'entre vous, en tout cas beaucoup de nos membres, avaient été intéressés pour voir quels étaient les enseignements et comment les pratiques évoluaient au niveau de la France. Il se trouve qu'on avait un cousin québécois, le service Triade, qui est un cabinet de conseil et d'études québécois, comme tu l'as dit, qui avait fait la même démarche justement au Canada. Et en fait, ils nous ont proposé, et on trouvait que c'était intéressant, de faire pour cette réactualisation du benchmark, en fait, de pouvoir le faire ensemble et d'avoir finalement une vision
multinationale, à défaut d'être internationale. Comme tu l'as dit, on avait 3 zones géographiques, et de voir s'il y avait des différences culturelles sur ces pratiques par rapport à la gestion des réclamations. Et ça a donné donc ce bench, des gestions des plaintes, comme disait José, je ne sais pas bien le faire, mais c'était assez sympathique dans la restitution, et des réclamations, parce on a bien vu, il y avait aussi des aspects de vocabulaire, même dans une langue francophone, qui était différente. Comme tu l'as dit, à peu près 150 entreprises qui ont répondu, ça fait plus de quelques dizaines de millions de clients, donc on a une base de données assez solide, et ça nous permet, et vous allez pouvoir, je crois qu'il y a un petit QR code qui... Ah non, il n'est pas, il a fin, d'accord, bon. En tout cas, vous allez pouvoir accéder à l'intégralité de cette étude sur LinkedIn avec un petit QR code qui sera projeté et qui vous permettra de la télécharger. Donc là, moi, je vais juste vous en donner quelques bribes, quelques extraits, et de voir si finalement quelles sont les différences. Alors, Chloé a pas mal évoqué les différences des réclamants, finalement, comment chacun, par rapport à sa culture, va aborder la réclamation, et est-ce qu'il y a des comportements et des biais culturels qu'il faut bien sûr prendre en compte dans la façon dont on va y répondre. Là, moi, je vais plutôt vous montrer finalement s'il y a des différences de pratiques dans les entreprises. Et effectivement, à la fois entre la France, le Canada et l'Australie, il y a pas mal de similitudes, mais il y a aussi clairement plusieurs items sur lesquels l'Australie se distingue très clairement dans son orientation client et dans son orientation réclamation. Donc ça, c'est vrai que moi, j'ai pas eu la chance d'aller en Australie, donc je connais pas bien la culture. Quand est-ce qu'on y va? Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est plutôt, voilà, l'idée qu'on a, c'est quand même un pays qui est c'est plutôt un pays où il fait bon vivre, mais il y a aussi des valeurs assez fortes de respect des valeurs et des lois, et il y a également un sens du service assez développé. Et finalement, je pense que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a des différences et d'une avancée, une orientation client importante à travers le traitement des réclamations. Premier exemple, on l'a là, c'est par rapport à la formalisation d'une définition du traitement des réclamations. Donc là, on va retrouver dans le bench, vous verrez les thématiques qu'on avait fait déjà il y a 3 ans, à la fois sur le traitement de la réclamation dans son organisation, à la fois dans les ressources et formations, les outils à disposition des agents, des indicateurs, du pilotage et bien sûr toute la partie analyse des causes. Et donc, c'est les thématiques que vous retrouvez dans le bench. La définition de la récla, on se dit que c'est assez basique. Normalement, toute entreprise devrait avoir une définition de la récla. C'est la base pour pouvoir identifier ces réclas, les compter et pouvoir les dénombrer. Eh bien, on voit que c'est pas encore complètement égal sur tous les territoires. Mais par contre, en Australie, 95% des entreprises, effectivement, évoquent le fait qu'ils ont une définition de la réclamation. C'est basique parce que, comme le disait Frédéric, il faut pouvoir s'assurer qu'on identifie les réclamations. C'est aussi une preuve qu'on entend le client qui réclame et qu'on ne le laisse pas. Et c'est donc se donner une chance de pouvoir traiter comme il faut sa réclamation et de tuer la cause. Donc on a tout intérêt à le faire et à partager cette définition dans l'entreprise pour qu'on ne le passe pas à côté de ce mécontentement. Donc on voit qu'en France, on a encore un peu de travail. Alors je ne vois pas forcément complètement le chiffre d'ici. On est un peu plus de 80%, mais on est loin des 95 ans. Je voulais dire aussi que c'est un enjeu quand même, on a parlé un peu d'IA, vous en avez parlé un tout petit peu, même si l'IA ne va pas traiter les réclamations à notre place, il est clair que ça peut apporter des choses pour identifier la réclamation, mais ça passera forcément par une définition très propre. Ça, on a pu le voir au Pépites Café qu'on a fait avec la marque, avec Ineton sur les essentiels. Vous pouvez retrouver aussi un petit livret sur LinkedIn à ce sujet-là, pour monter un projet d'intelligence artificielle sur le traitement de la réclamation, il faut d'ores et déjà avoir des définitions et des process forcément très calés. Donc voilà sur ce premier item où l'Australie est sur le podium devant le Canada et la France sur la définition. Deuxième exemple que je trouvais intéressant de vous citer, je vais prendre les slides parce que vraiment je ne vois pas bien les chiffres d'ici. Cela concerne l'affichage des engagements. On le disait, la réclamation, ça doit concerner tout le monde, à la fois en termes de pollueur-payeur, tu l'as bien illustré Frédéric, sur la résolution des causes et donc l'affectation des coûts des traitements des réclamations, mais c'est aussi un engagement qui doit être de toute l'entreprise pour résoudre et pour resatisfaire le client. Donc plus on affichera finalement les engagements qu'on peut prendre dans le traitement de la réclamation, plus ça permet à chacun dans l'entreprise d'être solidaire par rapport
à cet engagement. Et là encore, on voit que vraiment l'Australie est loin devant, puisque ce sont près de 80% des entreprises en fait qui publient leurs engagements sur le traitement des réclamations très largement et qu'ils communiquent aux clients, alors que sur la France, on n'est même pas à 50%. Donc là, il y a vraiment un gros écart sur cet aspect-là. L'autre item que je proposais de citer avec vous, c'était, ça va un petit peu avec, c'est toujours dans la transparence, c'est le complément, et c'est le fait de pouvoir annoncer le process complet de traitement de la réclamation et que le client sache, comme on le disait, où est-ce qu'il en est, quelle sauce il va être mangé et finalement comment on va s'occuper de lui. Parce que, et bien sûr, on va le prendre en charge le plus rapidement possible, ça c'est important, mais on l'a dit aussi, on ne pourra pas forcément résoudre toutes les réclamations immédiatement, dans le même délai, et donc il faut pouvoir informer le client de la façon dont ça va se passer, voire lui donner de la visibilité a posteriori, comme vous le faites chez ACL, effectivement, sur le pourquoi et qu'est-ce qui s'est passé, comment on a agi sur la cause. Là encore, l'Australie, très loin devant, près de 70% des entreprises indiquent qu'ils communiquent sur ce processus, alors qu'au Canada, c'est moins de 50%, et en France également. Donc on voit que c'est encore un gros écart culturel. Un autre point, c'est les gestes commerciaux. Donc là encore, on voit que la réclamation, le traitement de la réclamation a un coût, on l'a dit. Pour satisfaire le client, c'est aussi savoir l'entendre et savoir reconnaître ses erreurs. Donc ça passe par des excuses, on le sait tous, dans le traitement de la réclamation, les excuses sont très importantes, elles montrent la considération qu'on va pouvoir avoir, mais il faut aussi savoir réparer ses erreurs et pouvoir rapidement également dédommager un client le cas échéant, et ça peut être le petit geste qui va faire la différence. La plupart des entreprises en France montrent qu'aujourd'hui, on est encore très peu à donner cette latitude aux agents pour le faire au premier contact. Et ça, c'est vraiment un problème, parce que moi, je le vois dans certaines entreprises, quand on discute avec des collègues, etc. On va avoir tendance à faire les gestes commerciaux quand vraiment le client insiste, revient, ou quand il va sur les réseaux sociaux, etc. C'est trop tard, c'est pas la bonne méthode. Là encore, on voit qu'en Australie, c'est près de, quand on rajoute ceux qui disent oui, quand le client le demande, mais surtout oui, de façon spontanée, on est à plus de 80% de latitude aux agents pour résoudre ces réclamations et de pouvoir donner des petits gestes commerciaux que cette fois c'est nécessaire. Donc c'est vraiment une avancée et une différence majeure là encore. Et puis je crois qu'il reste encore un dernier point qu'on avait choisi d'illustrer sur la partie l'opportunité, bien sûr, de pouvoir s'améliorer. Là encore, on a une différence importante. Alors, de plus en plus, les entreprises ont compris, et j'espère que la marque est pour beaucoup, analyser les causes et utiliser les réclamations comme une opportunité de s'améliorer, c'est vraiment basique, et c'est forcément quelque chose qui va avoir une rentabilité financière de par la satisfaction client que ça va pouvoir apporter, de par le fait de pouvoir éviter que d'autres clients réclament en tuant les causes. Très clairement, l'Australie est encore devant et nous montre que sur un pays finalement où on a une orientation service et une culture client plus important, on voit que ça permet d'avoir une orientation réclamation et un niveau de service qui va là encore être plus important et différenciant. Donc c'était ce qu'on voulait donner de l'enseignement sur cette partie multinationale. Est-ce que je sais pas où est-ce qu'on en est en termes de timing, et est-ce qu'on illustre un peu plus sur la partie culture? Peut-être qu'on peut partager une petite pratique également made in France, peut-être de chez toi d'ailleurs. Oui, c'est ce qu'on avait dit en présentation, c'est que voilà, la culture client, on en parle beaucoup. Être orienté client, c'est partager au sein de l'entreprise un certain nombre de valeurs et de croyances qui vont générer des comportements et qui vont générer une orientation stratégique. Mais finalement, une fois qu'on l'a dit, c'est pas toujours évident de le mettre en œuvre et de faire bouger les lignes en termes de culture client dans une entreprise. Et effectivement, je voulais partager la façon dont chez BNP Paribas Cardiff, on avait effectivement travailler sur cet aspect-là, en sachant que ça a pris quand même quelques années, et par rapport au temps dont je dispose, je vais faire un petit résumé. Mais la première chose que je voulais dire quand on veut faire bouger les lignes sur l'orientation client, c'est faire prendre conscience au COMEX qu'on n'est probablement pas au niveau qu'on souhaite être. Et pour faire prendre conscience de ces éléments au COMEX et pour sensibiliser le COMEX, il faut créer des électrochocs. Et ce qu'on a commencé par faire à l'époque chez BNP Paribas Cardiff avec quelques collègues, c'est qu'on a faut savoir que le modèle BNP Paribas Cardiff, c'est un modèle en B2B2C. Donc finalement, on est assez loin du client, puisqu'on est plus dans une culture
culture de partenariat. Et donc, on a permis, en fait, aux membres du COMEX de rencontrer des clients dans le cadre de tables rondes qui leur ont permis vraiment d'échanger sur des expériences positives et négatives et de prendre conscience de certains biais de cette façon-là. On a également créé la Minute Client au COMEX, où on a amené des témoignages et là encore du verbatim positif et négatif. Et on a fait faire des écoutes sur les CRC. Tout ça, je vous le raconte parce que ça a permis de faire prendre de conscience qu'il allait falloir faire bouger les lignes, qu'on avait du chemin à faire. Et ça nous a permis d'obtenir un budget, finalement, pour déployer quelque chose qui aujourd'hui fonctionne bien, qui est un lieu qui est dédié aux clients chez BNP Paribas Cardiff, qui s'appelle la Customer Room, et qui nous permet, en fait, de faire rentrer le client dans l'entreprise et de pouvoir permettre à chaque collaborateur de venir écouter un témoignage client. Alors, on a, en fait, filmé un client chez lui, pour bien comprendre. On a reconstitué tout son décor dans une des pièces de l'entreprise et puis après on a une petite aide technologique puisque c'est à l'aide d'un hologramme finalement que ce témoignage est porté, ce qui rend le témoignage très fort et très réel. Et ça permet de générer de l'émotion et on va dire de la prise de conscience sur l'ensemble de nos collaborateurs qui vont pouvoir venir sur ce lieu avec leur manager, en équipe, et prendre des engagements dans leur quotidien pour finalement faire bouger les lignes dans la façon dont ils fonctionnent, chacun à leur niveau, et cette prise de conscience les amène à finalement évoluer, à prendre les décisions différemment et à agir différemment, et finalement à changer leurs réflexes et leur comportement au quotidien. Après, on fait, voilà, aujourd'hui, ça fait des petits. On parlait de multinationalité. BNP Paribas Cardiff, on est présent dans une trentaine de pays. Aujourd'hui, les filiales, finalement, viennent également assister au témoignage de Patrice, puisque notre vrai client s'appelle Patrice. Et on a traduit, finalement, son témoignage en espagnol et en anglais pour le rendre accessible à un certain nombre de choses. Ils n'ont pas l'accent des Pyrénées orientales, puisque notre client avait un bel accent en français. Mais ça permet, là encore, de faire des petits, et d'autres initiatives sont en train d'être construites dans ce sens-là, justement. Merci Emmanuel. Avant peut-être de prendre les questions qui tomberaient et peut-être de recueillir auprès de notre ami Frédéric et peut-être Chloé une bonne pratique ou une astuce peut-être pour initier une culture client et peut-être favoriser la réclame. Tu as peut-être quelque chose au débeauté d'ailleurs Frédéric, je te vois prendre le micro. Une bonne pratique pour initier ou Non, je pense que là toujours dans les grandes idées qu'on essaye de mutualiser, fruit de l'expérience de ce qu'on a observé, je pense qu'il faut qu'on arrive à développer, au-delà du mot réclamation, il faut qu'on arrive à développer une culture de prévention plutôt que de se complaire dans le curatif. C'est-à-dire que souvent dans des boîtes technologiques, etc., on adore résoudre des problèmes, mais force est de constater que la plupart d'entre vous, vous payez des abonnements tous les mois pour ne pas avoir de problème, mais pas pour nous voir résoudre de manière excellente des problèmes. Et donc, il faudrait qu'on ait autant d'argent dépensé dans le préventif que dans le curatif. Voilà. Alors un exemple pratique que moi j'ai bien aimé dernièrement, c'est typiquement sur la facturation, qui est quand même, qui reste en tout cas chez nous une des premières causes de contact quand vous recevez votre facture, en particulier la première. Et donc on a mis en place des dispositifs qui permettent de prédétecter, donc là c'est la joie de l'IA et de la data, de prédétecter les factures dites pas anormales mais qui n'ont pas un montant attendu par le client pour plein de raisons tout à fait justifiées. Et donc on prend la précaution de mettre le client sur un parcours d'explication avant qu'il reçoive la facture en disant attention, vous allez recevoir une facture, le montant il est comme ça, il n'est pas exactement celui que vous avez d'habitude et voilà toutes les raisons pour lesquelles vous l'avez. Et ça c'est typiquement une démarche extrêmement pratique de prévention et vous seriez étonné à quel point ça, l'explication est mère de satisfaction. On a souvent une confusion aussi entre réclamation et dédommagement, mais très souvent la réclamation c'est simplement une bonne explication de ce qui s'est passé. Voilà, ça c'est un exemple pratique. Donc prévention plutôt que curatif. Peut-être un mot également sur, on a parlé de culture client, on a parlé de réclamation. Alors je ne sais si vous connaissez, mais si ce n'était pas le cas, je vous invite à vous mettre sur sa bibliographie, c'est Daniel Arrey, et qui, avec William Sabadi, donc tous deux chercheurs à Grenoble École de Management et Lyon 3, alors c'est des visages connus effectivement de notre petite communauté et de nos services de police, mais qui ont identifié ce qui s'appelle désormais dans l'univers académique, l'orientation réclamation client. Et ce que nous disent ces deux chercheurs, c'est que dans nos entreprises, il y a deux types d'orientation. Il y a une orientation dite excellence client et une orientation dite réclamation client. Et en fait, si la première, excellence client, peut paraître sur le papier extrêmement vertueuse parce qu'elle est une injonction à tout être bon et que tout soit excellent et parfait,
a rapidement un biais pervers, c'est que chaque réclamation, chaque irritant, chaque insatisfaction qui va être remontée par un client va être identifiée par le collaborateur par sa propre incapacité finalement à atteindre l'excellence qui est attendue et exigée par l'entreprise. Et donc au début, vous remontez des réclamations et puis au bout d'un moment, vous avez une image de vous-même qui va se dégrader. Le manager lui-même aura ce même sentiment à l'égard de son +2 et donc finalement, rapidement, on va cacher les réclamations et donc on va déconnecter l'entreprise de la réalité du terrain, de ce qu'on donne à vivre aux clients comme aux collaborateurs. Et puis dans un deuxième temps, on va couper la réalité de la marque carrément au marché et donc exit. Première définition, première orientation excellence client. La deuxième qui est l'orientation réclamation client, qui est effectivement de positionner l'insatisfaction, la réclamation, l'irritant, la frustration comme étant un objectif de les traquer au maximum pour pouvoir les poncer, les limer les unes après les autres et de pouvoir tendre vers ce qu'un certain Arnaud Deschamps, alors directeur général de Nespresso, appelait la quête du geste parfait. On sait qu'on n'atteindra jamais cette perfection, mais en tout cas, on va essayer d'y tendre. Et cette orientation réclamation, c'est celle que vous trouvez dans des entreprises quelque peu connues comme Amazon ou du Maïf pour faire du cocorico bien français. Donc voilà, cette orientation réclamation, cette culture réclamation, et c'est pour ça qu'il nous semblait important d'en parler tout à l'heure, c'est ce type d'orientation qu'on va identifier par les différents marqueurs qu'ont pointé Emmanuel, notamment en Australie. Et donc, quand vous téléchargerez le benchmark, vous verrez il y a pas mal de choses sur lesquelles l'Australie peut nous aiguillonner. On parle d'Australie, peut-être qu'on pourrait parler des Français aussi, parce que tout à l'heure, tu as été assez pudique à l'égard de nos entreprises. Comment, notamment, peut-être une entreprise luxembourgeoise, peut-être peut éprouver ou sentir peut-être ces relations avec des entreprises plutôt B2B ou partenaires peut-être françaises. Est-ce qu'il y a une typicité française dans la relation et notamment dans le business, ma chère Chloé? Alors, par rapport aux Français, effectivement, on n'a pas forcément les mêmes habitudes de vie, même si on est des voisins très proches et que les Luxembourgeois parlent très bien français et connaissent très bien la culture française. Même dans le contexte B2B, il y a quelques différences, notamment déjà pour la gestion des réclamations. On n'a pas forcément les mêmes horaires d'ouverture. Nous, le matin, on commence à travailler vers 6h30, 7h. En France, ça va être un peu compliqué de contacter quelqu'un avant 9h. C'est pas du tout une critique, c'est une culture différente. Par exemple, nous, du coup, on va être plus difficile à joindre. Vous allez avoir plus de difficultés à nous joindre en fin d'après-midi, alors que vous commencez peut-être des réunions. Donc, ça va forcément, parfois, dans le cadre de réclamations, allonger en fait les délais de traitement des réclamations. Mais c'est pour ça qu'on essaye de toujours prendre ces réclamations de manière très réactive, parce qu'on sait que par la suite, il peut y avoir les différences de culture, entre guillemets, qui vont impacter ce temps. Notamment, par exemple, même en termes d'intervention, pour nos dépanneurs et remorqueurs, nos prestataires étrangers, parfois ont plus de difficultés à trouver des garages ouverts en France en été, en pleine saison estivale, en août, etc. Cette situation, par exemple, on ne la remarque pas trop dans d'autres pays. À l'inverse, au Portugal, en Espagne, etc., on retrouve à peu près la même situation qu'en France. On n'a pas du tout les mêmes horaires d'ouverture et ça impacte en fait les réclamations. Mais c'est juste des cultures différentes. D'accord. Donc c'est pas qu'on soit plus lent, c'est qu'on arrive au travail plus tard en fait. Mais vous partez plus tard également. C'est des questions, n'hésitez pas. Le numéro de téléphone, je crois, est indiqué sur les... Oui, c'est ça, sur les trucs en orange, les affichages. Frédéric ou Emmanuel, également en termes de culture client, vu que c'est effectivement vos dadas communs, est-ce que vous auriez une bonne pratique identifiée, peut-être en France? Tu en as partagé effectivement, ma chère Emmanuel, avec la Customer Room. Côté Orange, je ne sais pas s'il y a une culture, une initiative. Je t'ai cité notre maître à tous, Daniel Ray, si tu nous entends. Non, j'avais juste une autre conviction à partager. C'est une confusion à mon sens, encore une fois, une confusion qu'on observe dans pas mal de structures. C'est la confusion entre, alors je vais vous parler parcours client, excusez-moi, c'est un peu ma marotte, mais entre le parcours assistance et le parcours réclamation. Je voudrais juste vous faire une affirmation constatée. Tous les clients en panne ne sont pas insatisfaits et tous les clients insatisfaits ne sont pas en panne. Et il ne faut pas confondre les deux. Quelqu'un qui vous appelle parce qu'il a besoin d'assistance, parce que c'est en panne ou parce qu'il ne sait pas utiliser, c'est quelqu'un qu'il faut dépanner.
D'accord? Et quelqu'un qui est traité par le parcours réclamation, c'est quelqu'un qui est insatisfait. Ce sont deux choses différentes et qu'il faut absolument traiter de manière différente. Il est vrai qu'il arrive parfois que quelqu'un qui est en panne et que pour une raison XY, on n'arrive pas à dépanner correctement, a beaucoup d'occasions d'être aussi insatisfait et de réclamer. Mais il faut absolument séparer les deux et avoir des organisations, des parcours qui soient séparés. Très bien. Bah, écoutez, vous avez effectivement sur les écrans des QR codes qui s'affichent. À travers le QR code, normalement, vous devriez tomber sur, je crois que ça va être sur LinkedIn ou sur un site internet, et sur lequel vous pouvez rapidement télécharger l'ensemble de l'étude. Là, on vous a partagé effectivement 5-6 slides sur la cinquantaine que vous pourrez télécharger, étude réalisée avec nos amis de service Triade. La marque en quelques activités également, parce que c'est vrai que vous ne connaissez pas forcément, là vous avez tout sous les yeux. Vous nous connaissez pour beaucoup à travers nos conventions, c'est peut-être la phase émergée de l'iceberg, où on aborde des sujets en lien avec le sujet de la réclamation, mais vu par différents biais. Une récemment sur la notion de l'attention à l'attention. Voilà, donc pas mal de choses que vous trouverez sur Internet. Vous savez lire, je ne vais donc pas vous en dire plus. Téléchargez effectivement l'étude si vous voulez aller plus loin par rapport au sujet de la réclamation et l'international. Je vous souhaite un bon salon et on me dit qu'on est juste dans les temps. Donc une fois de plus, bon après-midi et puis à très bientôt dans les allées. Et je crois que notre petit stand, si vous vouliez des informations, se trouve sur votre gauche. Je crois que c'est F35 ou F quelque chose. Voilà, merci. F85 me dit-on, voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci.